Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ce premier live de Comity en 2023. Aujourd'hui, on va parler de tendances événementielles. Quelles sont les grandes tendances à suivre? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre? C'est ce qu'on va évoquer maintenant. Vous le savez peut-être, si vous me suivez régulièrement sur LinkedIn ou que vous recevez la newsletter de Comity, mon objectif, c'est de vous aider, vous, organisateurs d'événements, et de vous simplifier la vie en vous partageant régulièrement de l'inspiration, des idées et des solutions concrètes. Donc ici, on ne fait pas de blabla, on parle d'action et de concret. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les grandes tendances de l'année et dans un deuxième temps, je serai rejointe par 3 experts qui vont partager leur point de vue sur le planning stratégique, sur l'univers des salons et sur la communication et les réseaux sociaux. Donc il va y avoir beaucoup de contenu. Ce que je vous propose, c'est que le concept du live et de l'événement, c'est qu'on partage un moment ensemble. Donc, ne prenez pas de notes, ce n'est pas nécessaire. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de recevoir l'e-book de ce live. Donc, il suffit de vous inscrire et de me laisser votre adresse mail dans le lien qui va être partagé dans le chat. Comme ça, vous allez recevoir tout le contenu directement dans votre boîte mail. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous profitiez de ce moment et qu'on échange ensemble. Donc, pour ça, vous avez le chat. Vous allez pouvoir poser vos questions, partager vos commentaires. Je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires qui arrivent, donc je suis ravie qu'on puisse passer ce moment ensemble. Et comme j'aime bien vous faire partager des bonnes pratiques et vous faire découvrir des choses, vous allez aujourd'hui découvrir le métier de Chat Content Manager. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même, parce qu'aujourd'hui, on a un Chat Content Manager de luxe, puisqu'il ne s'agit d'autre que Benoît Tristram, qui est mon complice sur la formation aux événements virtuels et hybrides, et que vous allez voir interagir avec vous dans le chat pendant tout ce live. Et on va en reparler un petit peu plus tard sur ce qu'est le Chat Content Manager. Donc voilà, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue événementiel? Clairement, les 2 années qu'on a passées, elles ont changé profondément notre manière de faire des événements. Et même si aujourd'hui, vous avez parfois l'impression d'avoir là, on a retrouvé nos marques, on retrouve un peu nos habitudes, c'est très bien. Par contre, attention, l'erreur à ne pas faire, c'est que tout a changé. Et en 2023, moi, je pense que ça va consolider des nouvelles règles du jeu. Et donc, la première tendance que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que le participant va prendre le pouvoir. En fait, avec les événements en distanciel, on a un peu ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait avoir du contenu de qualité qui est disponible à la demande, quand on veut, quand on peut. Et en fait, cette nouvelle approche des événements, ça fait 2 ans qu'on la pratique. Donc, c'est une habitude qui est désormais ancrée. On ne va pas revenir en arrière. Et ceux qui continuent de penser que l'hybride est un danger pour le présentiel, je pense qu'ils se trompent de combat. Parce que si on jette un coup d'œil rapide à la télévision, d'un côté, vous avez la télévision classique qui nous impose un peu son programme, et de l'autre, vous avez les plateformes de contenu comme Netflix, où vous choisissez votre expérience et votre parcours. Alors, je ne vous dirai pas quel est mon choix, mais je pense que le vôtre est fait aussi, et vous savez qu'on a quand même tendance à plutôt s'orienter vers les choses qui nous intéressent et qu'on a nous-mêmes choisi. Et donc, c'est ça l'un des sujets, c'est qu'il faut donner le pouvoir aux participants. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train d'opposer le présentiel et le distanciel. Justement, je pense qu'il faut penser expérience participant dans les 2 cas. Aujourd'hui, nos participants, ils veulent être actifs. Ils ne veulent pas juste assister passivement à un événement. Ils veulent pouvoir choisir quelle expérience il faut vivre. Donc, ça va passer d'abord par le choix du format. Est-ce que je vais participer à cet événement en présentiel ou en distanciel? Et ensuite, l'objectif pour vous, organisateurs d'événements, c'est de leur permettre, leur faciliter l'accès à cet événement et qu'ils le personnalisent. Quelles conférences j'ai envie de voir, quelles activités j'ai envie de faire, quelles rencontres aussi j'ai envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, on est tous baignés dans une culture où tout doit aller très vite. C'est un peu la culture de j'ai pas le time. On consomme des contenus qu'on appelle des snack content, on regarde des vidéos de plus en plus courtes, on va même regarder des vidéos sur YouTube et des podcasts en accéléré. Donc, ce qu'on cherche, globalement tous, c'est un maximum de valeur dans un minimum de temps. Alors, si vous souhaitez que vos participants ils quittent leur bureau, au pire, leur home office, pour venir à votre événement,
il faut que l'investissement que vous leur demandez, qui est un investissement important en termes de temps, il vaille la peine. Si on propose à un participant de venir physiquement et qu'à la fin de l'événement, il se dit, bah, en fait, si je l'avais vécu en distanciel, j'aurais eu exactement la même chose, il va considérer que c'est une perte de temps et l'année prochaine, il ne reviendra pas physiquement. Donc en fait, toute la question, qui est la question centrale, c'est la question de valeur que vous allez apporter. Et c'est cette question de valeur qu'il faut redéfinir. L'expérience en présentiel, elle doit apporter plus à partir du moment où vous demandez un déplacement. Il faut qu'ils en aient pour leur temps, quelque part. Et quand on réfléchit un peu à ce qui fait la valeur ajoutée, une des valeurs ajoutées de l'événement présentiel, c'est aussi les rencontres, c'est les échanges. C'est souvent, quand on demande pourquoi vous allez à un événement physique, il y a cette question de networking. Et je pense qu'il y a un sujet à aller un peu plus loin sur cette question-là. Vous ne pouvez pas juste considérer qu'à partir du moment où il y a des temps de pause qui sont prévus pour, qu'on compte sur la sérendipité et qu'on va compter sur l'alcool qui est dans les cocktails pour que les gens se rencontrent et se parlent. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut pouvoir réfléchir en tant qu'organisateur d'événements et travailler ces temps de rencontre et cette partie networking. Et pour ça, techniquement, effectivement, le digital, c'est un formidable outil pour le coup. Ça peut vraiment apporter quelque chose de plus. Donc, il faut aller réfléchir aux attentes de vos participants et comment vous allez personnaliser un peu cette expérience. Et si on réfléchit en termes de format, moi, il y a un format que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'événement hybride multisite. C'est le fait, effectivement, d'additionner une prise de parole commune de la direction de l'entreprise. Donc, on a l'avantage de réunir l'ensemble des collaborateurs pour écouter le message et on n'est plus dans cet état d'esprit de dire bah, le top management sera là, eux, ils ont le message et puis après, ils descendent l'information. On est sur une prise de parole unique et commune de l'entreprise. Et après, on organise des réunions plutôt en local pendant l'événement, donc c'est un multisite. Et donc, ce qui fait qu'à chaque site, il y a ce côté création de liens, échange local. Parce qu'effectivement, c'est intéressant qu'un collaborateur de Lyon rencontre un collaborateur de Lille. Sur le papier, c'est intéressant. Après, dans la réalité, c'est déjà bien si les gens qui travaillent ensemble à Lyon se connaissent et partagent des moments et des souvenirs de cet événement ensemble. C'est là où, au final, c'est prioritaire. Donc, dans le choix du format, il faut aller chercher les priorités et répondre aussi aux attentes des participants. Donc pour moi, une bonne stratégie événementielle en 2023, elle intègre du présentiel, du distanciel et de l'hybride pour répondre à tous les objectifs. Et c'est vrai que l'hybride, quelque part, il tire un peu son épingle du jeu par rapport aux réponses qui sont aussi des enjeux économiques et écologiques parce qu'on ne se déplace plus vraiment comme avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première tendance? C'est penser à la valeur que vous allez apporter à vos participants et comment vous allez lui permettre justement de personnaliser son parcours et son expérience, qu'il en ait pour son temps. C'est important et c'est comme ça que vous le ferez revenir à l'ensemble de vos événements, qu'ils soient en digital ou en physique. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous ne considérez pas que je vous ai fait perdre votre temps. Deuxième tendance, en 2023, il faut vraiment se reconnecter à ce qu'est un événement, à l'essence de l'événement. Et pour moi, c'est quoi l'essence de l'événement? C'est de faire vivre des expériences et de susciter de l'émotion. Parce qu'effectivement, moi, j'entends encore pas mal de gens qui disent ouais, mais attention, le digital, l'hybride, c'est un vrai danger, c'est une menace pour l'événement physique. Je pense que c'est toujours cette question de valeur que vous allez apporter et qui va faire la différence. Et justement, ce côté digital, ce côté hybride, il oblige à rendre l'événement présentiel encore plus exceptionnel et de générer de l'envie chez le participant. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des vraies discussions sur la généralisation du télétravail, comment on développe sa marque employeur, comment on dévoile la culture d'entreprise quand on est majoritairement à distance. Je pense que les événements en physique sont un vrai relais pour ça. On ne crée pas une appartenance à une entreprise à travers une web TV, une newsletter. C'est pas vrai. Donc, c'est des outils qui sont hyper intéressants pour ce qu'ils apportent, mais l'événement physique reste un incontournable. Et ça, c'est important. Et on le voit aujourd'hui à travers tout ce qu'on a traversé ces dernières années. On a un retour un peu aux essentiels. Le retour à des activités qu'on connaissait déjà, des activités fun et ludiques qu'on a envie de retrouver.
Donc, ça va être du karaoké, du blind test musical, des animations photos. Tout ça, ça marche très bien avec une petite pointe de nostalgie en plus. C'est nickel parce que justement, ça crée de l'émotion, ça crée du souvenir et c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher à vivre de l'expérience et des expériences qui vont créer et générer de l'émotion et des souvenirs. Et le côté expérience immersive, il va justement dans ce sens-là. Et l'immersion, elle peut être de deux manières différentes. Soit on va aller créer un espèce de cocon qui peut être aussi empreint de simplicité, d'authenticité, de convivialité. On a pas mal de séminaires voilà, en nature, sous des tipis. Il y a des choses comme ça qui émergent parce que en créant cette bulle et en les immergeant dans un environnement, bah, on crée du souvenir, on crée de l'émotion. Et de l'autre côté, on va avoir des rendez-vous plus immersifs dans des mondes virtuels. Donc, bien sûr, vous pensez au métaverse et ça en fait partie. Mais on a besoin de se retrouver physiquement. Et donc, on s'interroge un peu aujourd'hui sur l'attrait, sur l'utilisation du métaverse. Benoît en parlait à très juste titre récemment, justement sur LinkedIn, sur le fait que la problématique du métaverse aujourd'hui, c'est que ça manque un peu de storytelling. Ça manque de cette plus-value qu'on va apporter. On va raconter une histoire et en fait, le métaverse, les mondes virtuels, c'est un outil pour se retrouver, c'est un outil pour vivre des choses, mais l'outil n'est pas l'expérience en fait. Il faut qu'on arrête de se focuser sur l'outil qui crée l'expérience. Et ce que j'aime bien, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais le lieu événementiel Les Fontaines, donc un lieu physique qui est à côté de Chantilly, a lancé récemment son métaverse. Et ce qui est intéressant dans la manière dont il l'approche, c'est justement pas antinomique de se dire bah, je suis un lieu physique et j'ai aussi un lieu virtuel. C'est plus dans l'histoire justement qu'ils racontent, c'est-à-dire que leur principe, c'est de dire bah, vous faites un événement physique aux Fontaines. Donc on crée par exemple sa convention d'entreprise là-bas, on se retrouve tous là-bas, on crée du souvenir sur ce lieu-là. Et puis, on va faire des rebonds dans l'année. Donc, on peut imaginer que la réunion trimestrielle des équipes va se rejoindre en plus petit comité dans le métaverse des Fontaines. Et comme ça, vous, quelque part, vous allez utiliser les souvenirs, vous allez vous baser là-dessus, sur ce qui s'est passé en physique, sur la nostalgie de cet événement physique, pour recréer du lien, pour tirer un peu le fil rouge de votre événement et qui, au final, crée un espèce de storytelling autour de ce lieu-là. Et ça, je trouve ça vraiment malin pour le coup, parce que ça apporte quelque chose de plus. Donc voilà, là, le métaverse, du coup, il est lié à un événement physique et ça marche. Donc, attention à ça. Pensez expérience et émotion, bien évidemment, en réfléchissant à votre participant. C'était ma deuxième tendance. On continue. Qu'est-ce qu'on fait d'autre d'un point de vue événementiel? Eh ben, je pense que la troisième tendance, c'est qu'il faut faire attention au fait qu'on va en attendre beaucoup plus des événements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va en attendre beaucoup plus des événements. C'est qu'on est aujourd'hui dans un contexte de crise économique et d'inflation qui pèse forcément sur les investissements en communication. Et on le sait, hein, vous comme moi, ça fait quelques années qu'on le vit, c'est de se dire qu'à partir du moment où il y a des baisses budgétaires, bah, souvent, l'événementiel est le premier qui en pâtit. Parce que jusqu'alors, on avait une vision assez festive de l'événement. Le côté champagne et pièces cocktail. Je pense on est quand même sorti de ça. On va un petit peu plus loin aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin pour arriver à une vision plus héroïste de l'événement. Et c'est pas un gros mot, vraiment. On le voit d'ailleurs, hein, il y a pas mal d'entreprises où l'organisation d'événements est en train de basculer sous le giron des directions de marketing et plus forcément ou uniquement sur celui de la communication. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un souhait de pouvoir comprendre un petit peu mieux les retombées que peuvent avoir un événement. Et donc comment on va s'engager là-dessus? Bah, l'idée c'est d'avoir un vrai travail de réflexion sur quels sont mes objectifs, quels sont mes KPI, donc ces indicateurs clés de succès qui me permettent de valoriser un peu les retombées de mon événement, de pouvoir analyser ces résultats, analyser ces datas pour justement être capable d'améliorer ces process et de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a obtenu et qu'est-ce que cet événement nous a permis de créer. Et c'est ça, c'est ce côté analyse et amélioration continue qui est aussi qui est assez dans cette pensée marketing. Donc attendez, je ne suis pas en train de dire effectivement que cette vision héroïste, elle doit faire devenir l'événement quand une action publicitaire. Non,
l'événement reste ce qu'il est, avec toutes les valeurs qui sont liées, mais l'événement, aujourd'hui, il doit aller un petit peu plus loin. Et il faut penser retomber à long terme. On n'est effectivement pas sur du court terme. Donc moi, j'ai 3 conseils à vous partager aujourd'hui pour avancer sur la valorisation du ROI de votre événement. Le premier sujet, c'est la data. Un participant qui va venir assister régulièrement à votre webinaire, quelque part, il va devenir un peu fan de votre entreprise et de votre contenu. Le jour où il aura besoin de vous, il saura où vous trouver. Il saura prendre contact avec vous et devenir votre client. Mais si vous n'avez pas traqué ce client et ce participant, si vous ne savez pas forcément qu'il a participé à des webinaires, vous ne pourrez pas lier ce chiffre d'affaires lié à ce client à tout ce que vous avez fait avant. Donc, c'est là où il y a un funnel qu'il faut prendre en compte et dans lequel l'événement doit désormais être inclus. Moi, je vous recommande de commencer à regarder au niveau de vos CRM. Il y a pas mal de plateformes événementielles qui permettent justement de connecter son événement et d'avoir un tracking de plus en plus poussé sur ses participants. Et ça va vous aider aussi quand on va arriver à des problématiques de se dire, sur mon événement hybride, je vais inviter qu'une toute petite partie de mes clients en présentiel. Si vous avez un tracking un peu plus précis de qui est attaché à votre marque, qui est attaché à votre produit, qui interagit avec vous régulièrement, ça sera mieux d'inviter ces gens-là que de taper au hasard un petit peu dans votre base de données. Et si vraiment ce sujet des data vous interroge, j'ai animé au mois de juin un live sur cette question-là. Vous pouvez le retrouver sur le site de Comity, comity.com, dans la partie Nos événements. Et vous pouvez retrouver le live. Et on avait pas mal d'experts qui sont venus échanger et poser les bases de cette réflexion. C'était hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à accéder à ce contenu complémentaire. Deuxième conseil, il faut parvenir à sortir de cette vision qui est très éphémère. C'est vrai que quand on a fait beaucoup d'événements présentiels, et c'est mon cas, on est quand même très, très, très focus sur le jour J. On travaille l'avant parce qu'il y a un côté où il faut faire venir. On travaille sur place le jour J parce que c'est ce qui est le principal. Quand on vient de l'événementiel, c'est cette vision qu'on a. Maintenant, il faut avoir une vision plus long-termiste aussi sur qu'est-ce que me permet de créer mon événement. Quelle valeur on va créer grâce à cet événement. Et en fait, cette valeur-là, elle est liée au contenu que vous allez produire. Ce contenu, vous allez pouvoir le réutiliser, le retravailler, le réadapter. En fait, ce contenu-là, il va pouvoir venir nourrir votre stratégie de communication sur plusieurs mois. Que ça soit votre site internet, avec, pourquoi pas, vous avez des témoignages clients qui ont été enregistrés et vous allez les réutiliser sur votre site. Vous avez des articles de blog qui reprennent le contenu qui a été partagé lors d'une conférence. Vous avez le partage de contenu additionnel, de petits clips best-of de votre événement ou best-of des messages clés des conférences que vous allez partager sur votre réseau social, sur vos réseaux sociaux. L'idée, c'est que ce contenu, il faut l'utiliser, le retravailler et l'étirer. Et quelque part, en faisant ça, en fait, le contenu de l'événement lui-même, il va nourrir la com, il va nourrir le marketing. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez réfléchir à grappiller quelques petites lignes budgétaires à droite à gauche pour votre événement, puisque tout ce qui va être produit n'est pas juste lié à l'événement, mais est bien une création de contenu pour les prochains mois à venir. Donc, on sort un peu de ce côté éphémère et on va dans cette idée de se dire il y a un ROI qui est aussi un ROI sur le contenu, sur comment on va faire vivre notre communauté avec nos réseaux sociaux aussi. Et enfin, ayez en tête que l'événement, le jour J, doit être le point d'orgue de la rencontre. Mais ce n'est pas le seul moment d'échange. Et il ne doit pas être le seul moment d'échange. Il faut vraiment travailler l'avant, pendant et après par rapport à vos participants. Donc, quand on parle de communauté, en fait, c'est ça. C'est comment vous allez maintenir le dialogue avec votre communauté avant, pendant et après l'événement. On ne peut pas se permettre, effectivement, de se dire, voilà, j'ai fait mon événement, c'est terminé, et puis je les recontacte dans 4-6 mois sur mon prochain événement. Il faut être beaucoup plus dans une construction de communauté, dans une répétition du lien et du maintien du lien. Et ça, on le fait justement aujourd'hui grâce au fait qu'on ait différents formats d'événements. Du présentiel pour se rencontrer, du digital, on peut faire du webinaire, on peut faire... voilà, il y a beaucoup de formats qui existent, de l'hybride, du salon. Enfin,
on peut vraiment aller chercher plein de points de contact. Donc, c'est comment vous allez étirer votre contenu et faire que l'événement va être un point de rencontre de votre communauté et va continuer à faire vivre tout ça sur une longue période. En fait, pour finir sur ce point-là, plus vous allez prouver la valeur de votre événement, donc les retombées positives qu'il va avoir, donc qui ne sont pas juste des retombées économiques, il y a des retombées d'image, il y a des retombées de notoriété, il y a des retombées bien évidemment économiques, il y a des retombées de visibilité. Tout ça, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui pouvoir mesurer, évaluer pour prouver la valeur des événements et justement pouvoir défendre un peu leur intérêt face à la crise et face à vos contraintes budgétaires qui arrivent. Donc surtout, réfléchissez, et je sais que on n'a pas fait de l'événementiel à la base pour traiter de la data, moi non plus, mais c'est hyper important pour justement se poser les bonnes questions et concevoir des plans événementiels qui ont de la valeur pour les entreprises. Donc, pensez ROI et on y pense avant l'événement. On ne se pose pas la question d'après, c'est qu'on veut le regarder. On se pose la question avant. Comment j'évalue mes résultats sur cet événement-là? Dernière tendance que je vais vous partager maintenant, et puis après, on va faire venir nos experts. Cette tendance, je vais vous parler de transition écologique du secteur événementiel. Mais justement, j'ai presque envie de ne pas prononcer le mot tendance là-dessus. Car on parle de transformation durable. Moi, je veux qu'on parle de mise à l'action et pas d'effet de mode. Mais je pense que ça, c'est assez clair pour tout le monde. Voilà. Moi, je vous propose que globalement, aujourd'hui, on se mette tous d'accord sur le fait que l'année 2023 doit être l'année du passage à l'action. Des leviers à actionner pour rendre votre événement responsable, il y en a plein. Viser le zéro déchet, réduire l'impact carbone de son événement, travailler sur des événements plus inclusifs. C'est vrai que c'est un énorme chantier. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et on n'est pas arrivé au bout. Mais par contre, concevoir et organiser un événement plus responsable, c'est un cheminement. C'est un cheminement qu'il faut entreprendre. Et ça se fait pas à pas. Et chaque pas compte et chaque pas est important. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est justement de commencer à vous donner des objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Une fois que vous avez vos objectifs, vous allez commencer à mettre en place un plan d'action. Comment vous allez y arriver? Petit à petit. On ne va pas tout révolutionner d'un coup, mais déjà, on commence à se poser les bonnes questions, à mettre des actions en place. On teste des choses. Une fois que c'est mis en place, on évalue ses résultats. Et ensuite, on s'améliore d'événement en événement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est une question de volonté et de mise en place. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Bien évidemment, la filière événementielle, aujourd'hui, elle est prête à accompagner ça. Que ce soit au niveau des agences, il y en a beaucoup qui se sont fait certifier ISO 20121. Ça ne fait pas tout, mais ça aide effectivement à rentrer dans ce processus de réflexion autour de la RSE. Vous avez des prestataires qui ont développé aussi des services et des propositions où ils peuvent vous proposer des alternatives plus responsables. Il y a des outils qui vont vous aider. Il y a énormément de choses disponibles. Donc, ce passage à l'action, il n'est pas si difficile que ça. Mais c'est vrai qu'il faut avancer. Donc, mes 3 recommandations sur le sujet, parce que j'ai envie que vous vous y mettiez. D'abord, informez-vous. Il y a plein de nouveautés qui sortent sur le secteur. Il y a plein de choses. Il y a plein d'initiatives qui sont faites. Donc, informez-vous. Pour ça, moi, je vois plusieurs choses. La première, si ça vous intéresse, on a sorti un guide de l'événement éco-responsable dans lequel vous avez énormément de choses sur tous les secteurs de l'événementiel, que ce soit la restauration, que ce soit les déchets, que ce soit les animations, que ce soit le transport. On a mis beaucoup de choses dans ce guide-là. Donc, vous pouvez le télécharger et vous avez aussi des contacts prestataires pour vous aider à mettre en place vos événements. Donc ça, c'est une ressource qui peut commencer à allumer quelques petites étincelles dans vos réflexions. Deuxième chose, vous avez aussi des labels qui ont été créés récemment. Alors, faire labelliser son événement, c'est une bonne chose, vraiment. Il faut aller vers ça. Maintenant, si vous ne vous sentez pas prêt, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller regarder. Vous avez le label événement éco-engagé qui a été créé par le RIV. Vous avez le label LEED. Tout ça, c'est des labels qui peuvent vous aider.
Alors, vous allez les retrouver sur Community parce que bien évidemment, on en a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que ces labels, ils ont des référentiels. Donc, vous pouvez aller regarder ce qu'ils attendent et c'est quoi les pistes justement pour commencer à s'engager dans cette direction. Et une fois que vous avez commencé à mettre des choses, vous pouvez vous dire, OK, là, je vais passer un step, je vais faire labelliser mon événement, je suis prêt. Petit à petit. Autre sujet qui est important pour vous sur cette mise en action, c'est impliquer et communiquer sur les parties prenantes. Avoir un véritable impact sur la question des événements plus responsables, ça ne se fait pas seul. Donc, il faut travailler avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les lieux, que ce soit votre agence, que ce soit les différents prestataires que vous faites intervenir. Mettez-vous autour de la table et décidez ensemble que vous allez travailler dans ce sens-là. Et voyez comment chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. C'est vraiment ensemble qu'on va démultiplier l'impact. C'est pas juste, effectivement, l'entreprise qui dit moi, j'aimerais bien faire ça. Il faut que tout le monde soit engagé dans ce process. Et dans le même sens, quand on se dit que le participant, il doit être partie prenante et on doit avoir de la transparence et on doit lui permettre de faire des choix et de prendre part de manière active à l'événement, communiquer sur ses engagements responsables et expliquer ses choix, expliquer pourquoi on fait un événement comme ça, quelles sont les différentes organisations et options qu'on a prises pour aller dans le sens d'un événement responsable. C'est pas du greenwashing, c'est l'intégration du participant dans la démarche. Et comme ça, vous le responsabilisez aussi vis-à-vis de cet événement-là et vis-à-vis de tous les événements sur lesquels il va se rendre. Donc, pensez à impliquer vos parties prenantes. Et dernière recommandation, si vraiment vous avez envie d'une méthode, d'être accompagné, de savoir où vous allez, moi, je vous recommande de vous former sur le sujet. Moi, j'ai suivi une formation et on en propose sur Community, donc avec un partenariat de gens qui sont expérimentés sur ce genre de formation. N'hésitez pas à regarder sur notre site aussi, il y a énormément de ressources et de contenu pour vous former, pour avancer très sérieusement sur ce sujet-là. De toute façon, si ces questions d'événements responsables, ça vous intéresse, moi, ça me tient particulièrement à cœur. Donc, j'en parle très régulièrement dans la newsletter de Community. Vous pouvez vous inscrire sur la news et comme ça, vous recevez tout directement dans votre boîte mail. On aime bien vous apporter des solutions hyper faciles. Donc, si je récapitule, parce qu'on s'est déjà dit beaucoup de choses. 1, c'était soyez audience centrique. Pensez à votre participant et réfléchissez à comment vous allez lui offrir une expérience participative et une expérience où il va s'impliquer et il va choisir lui-même ce qu'il va vivre lors de l'événement. 2e, pensez expérience et émotion. Comment vous allez susciter de l'émotion? Comment vous allez aller chercher vos audiences et créer des souvenirs pour eux? Important. 3e sujet, c'était d'intégrer une vision plus héroïste de vos événements avec mise en place d'un plan d'action, j'évalue mes résultats avant, pendant, après, sur le long terme. Et enfin, on vient d'en parler, passer à l'action pour créer des événements plus responsables. Je teste, j'évalue, j'apprends, je m'améliore. Voilà, donc déjà, vous avez pas mal, j'imagine, de lignes directives pour challenger un peu votre stratégie de com 2023. Pour ceux qui nous ont rejoints en chemin, on va éditer un e-book de ce live avec toutes les tendances, tous les conseils pratiques, tous les bons contacts qu'on évoque aujourd'hui. Vous allez le retrouver dans l'e-book. Donc, n'hésitez pas, il suffit de vous inscrire. Le lien est posté dans le chat. Alors, sur mobile, c'est en dessous. Donc, le lien est posté dans le chat et comme ça, vous avez tous les contenus dont vous avez besoin et vous allez tout retrouver. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et je vous propose de continuer de parler de tendances, mais d'un point de vue planning stratégique, communication et salon. Et ça va se faire tout de suite avec nos avis d'experts. Alors, j'ai invité aujourd'hui 3 experts qui vont partager leur éclairage sur les tendances 2023. Donc, je vous propose d'accueillir tout de suite Florence de Rochefort, Michael Burdet et Benoît Tristram. Bonjour à tous. Hello. Bonjour tout le monde. Bonjour Agathe. Bon, ça va? La forme. La forme. Bon. Alors, je vous propose de vous présenter rapidement, un peu à la mode pitch elevator. Donc, vous avez 1 minute grand maximum. Et du coup, on va commencer par toi, Florence. Merci pour le challenge. En tout cas, merci Agathe pour l'invitation et ravie d'être à vos côtés.
Bonjour à tous, très très bonne année événementielle 2023. Petite question, évidemment, Agathe en a parlé, mais comment que vous considérez votre événement? Un instant éphémère au jour J ou un investissement, une com à long terme? Pour moi, je pars sur du long terme. Pour ça, vos événements, évidemment, ils doivent être visibles. On doit porter vos messages et vos objectifs. Et surtout, il doit être interactif pour captiver votre communauté et optimiser vos investissements. C'est mon job. Et c'est même ma passion, ou c'est ma passion, et j'en ai fait mon job. Ça commence par un audit et une stratégie de com 360 multicanal, et puis ensuite, c'est un accompagnement sur les productions des actions com et médias sociaux. Et c'est pour ça qu'en 2013, j'ai créé Com e-Média. La com sur tous les Ça marche. médias. Voilà. Très bien. Tu vas Merci. nous en parler juste après, un peu plus spécifiquement. Je te laisse te présenter rapidement, Michael. Oui, merci encore Agathe pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Alors, Michael Burdet, moi je suis copilote de projet événementiel B2B, donc spécialisé plutôt salon, congrès, convention d'affaires. Et en fait, j'accompagne mes clients qui organisent des salons une ou deux fois ou plusieurs fois par an en présentiel, en digital ou les deux, à se concentrer en fait sur la route, sur l'essentiel de leur événement, c'est-à-dire le contenu, comment faire venir tout ce beau monde le jour J. Et en fait, ils me confient le reste et je les conseille sur quelle route prendre, à droite ou à gauche. Voilà, vraiment, en tant que copilote, ils ont la main sur leur événement parce que c'est leur événement. Et moi, je gère toute la partie, notamment prestataire, les packs commerciaux. J'ai 15 ans d'expérience en tant que responsable commercial salon. Donc, du coup, je peux leur apporter aussi cette vision-là. Donc, tu parlais d'ROI, il faut aussi faire venir l'argent déjà sur l'événement pour pouvoir faire des choses sympas. Il y a plein de choses qui existent, même forcément sans beaucoup de budget. Je crois que tu as 2-3 tips à nous donner justement à ce propos. Je vais essayer. Alors, je vais te donner la parole, Benoît, n'hésite pas. Bonjour à toutes et à tous. Benoît Tristram, concepteur-rédacteur et rédacteur en chef. Donc, moi, je suis Monsieur Contenu, pour faire simple. Exactement. Alors du coup, Monsieur Contenu, donc je pense que vous avez tous compris ce qu'était un chat content manager maintenant. Donc Benoît, tu veux nous dire comment tu pourrais traduire ça? Le chat content manager, en fait, le chat, on a tendance à peu l'exploiter sur un événement, en tous les cas sur les événements digitaux, voire même sur les événements hybrides. Or, c'est sans doute le premier relais d'échange et de communication qu'on peut avoir, en fait. C'est ce qui crée de la proximité. Et ça, on va y venir, mais c'est aussi une tendance qui est assez forte, en fait. Cette notion de proximité, de recherche de proximité. Là, en 2022, si je reprends les événements de la fin d'année, et même du début d'année, juste avant les vacances, et du début d'année 2022, on a connu une période de dingue. Et surtout, on a connu des événements où il y avait peu de contenu. Par contre, il y avait un besoin de retrouvailles qui était très, très fort. On cherchait à se retrouver, à partager, à échanger, voire même que ce soit sur des événements corporate ou des événements B2C, B2B et autres. On avait des participants qui délaissaient les réunions pour se retrouver au bar, au café, pour venir discuter et échanger, en fait. C'est ça qu'ils avaient envie de retrouver. Tout à fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous avez pensé de ce job de chat content manager et si vous pensez que c'est un intérêt pour vous, pour vos projets. Donc, Benoît, tu as, j'en suis sûre, des petites tendances à nous partager. En fait, par ton métier de concepteur-rédacteur, c'est vrai que tu fais beaucoup de veille, pas que sur l'événementiel, mais sur plein d'autres secteurs. Donc, qu'est-ce que tu as pu voir émerger ces derniers temps et dont on pourrait s'inspirer pour l'événementiel? Le premier élément, c'est la proximité dont on parlait, notamment avec tout ce qui est mis en place du travail hybride. Je pense que nombre d'entre vous sont en télétravail aujourd'hui, bossent d'où ils veulent. Et ça, en fait, c'est une tendance assez lourde qui va s'installer. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que nous, au niveau des événements, on doit jouer avec ça. On doit se dire, j'ai des publics qui se retrouvent non plus au bureau ou qui peuvent se rendre sur le lieu de l'événement facilement, mais ils sont peut-être à la campagne, ils sont peut-être à l'autre bout du monde et tout ça, et il faut les intégrer, ces publics. Parce que, encore une fois, si on reprend ce que tu disais sur la notion de ROI, on veut aller chercher davantage de valeur, c'est des points qui sont importants. Donc, plus de proximité avec le public, avec des événements sans doute beaucoup plus locaux, c'est les fameux micro-événements qui permettent de rassembler tout le monde. Après, le deuxième élément en lien avec cette proximité, c'est que les événements B2B, le B2B se décale et veut faire comme le B2C, en fait. En gros, acheteur professionnel, je veux avoir une expérience au même niveau
que les événements, que ce qui se passe quand j'ai une expérience d'achat en tant que particulier. Et ça, c'est très fort. Et donc, ça veut dire que sur les événements professionnels qu'on peut proposer, les événements corporate, eh ben, il va sans doute falloir travailler cette notion d'expérience de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus intense que ce qu'on pouvait, on pouvait le faire auparavant, en fait. Donc, c'est plus de personnalisation, c'est de plus grande, comment dire, un peu plus de temps de relations humaines, et en proposant des solutions qui sont vraiment agiles, en fait, pour les entrées utilisateurs. Et un terme que vous allez peut-être entendre, c'est la notion d'omnicanalité, en fait, de dire mon participant, il peut arriver par n'importe quel endroit du parcours, mais ça veut dire que moi, en tant qu'organisateur, je dois avoir pensé à toutes les étapes du parcours. Voilà. Et de savoir à quel moment je vais pouvoir le capter, où est-ce que je lui apporte de la valeur, d'une certaine manière, où est-ce que je lui prends de la valeur aussi. Donc voilà, il y a cet élément-là qui vient jouer. D'être dans une logique vraiment participant et un peu moins 100% organisateur, en fait. De se dire, sur mon événement, je dois laisser de la place aux participants. Et c'est ce qu'on a fait là, sur le live. On a pris en compte les questions que vous avez et on va y répondre, en fait. Tout à fait. Concret de B2B vers du B2C. Là, aujourd'hui, j'ai pas d'exemple concret. Ça fait vraiment partie des choses que, à travers la veille, signaux faibles et autres que je peux percevoir, de choses que j'écoute, d'articles que j'ai pu lire sur Harvard Business Review ou autres. Et il y a plein d'éléments qui font dire qu'on est un peu dans cette logique-là d'une attente un peu plus forte vis-à-vis du moins B2B, moins guindé quelque part. Voilà. Et beaucoup plus. Et du coup, justement, sur ce côté un peu moins guindé, est-ce que c'est quoi un peu la perception par rapport à ce que peuvent attendre des participants en termes de style de rencontre? Dans le chat, on en parlait, plus de temps de networking, en fait. De laisser de la place au networking et de ne pas chercher à abreuver les participants de contenu, en fait. Ça, en fait, il faut sortir de cette logique-là. Mais je crois que le 2022, on était déjà un peu dans cette partie-là. Ce que tu disais, hein, quand le participant a pris le pouvoir. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est cette logique je vais proposer des choses pour que le participant ait plus de place. En fait, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'aborder plus d'intelligence collective, en fait, de nourrir l'événement avec plus d'intelligence collective. Cette notion de proximité, elle est aussi là. Voilà. Et en fait, c'est un point de passage, quelque part. Ouais, ce côté proximité, en fait, on va le retrouver aussi parce que tu me disais quand on préparait cet événement qu'on a quand même un côté de recherche un peu d'authenticité. Oui, complètement. Et c'est un peu la deuxième grande tendance que je vois, et tu en as un peu parlé, c'est le retour aux valeurs sûres, en fait, avec cette notion de recherche d'authenticité, presque d'être là pour défendre une cause, en fait, défendre un truc, de dire je suis authentique dans mon événement. Je ne sais plus une étudiante là qui disait que j'arrive bientôt sur le marché de l'emploi dans le chat, sur le marché de l'événementiel, et ça fait plaisir de lire les choses qui sont en accord avec avec mon moi profond quelque part. Donc voilà. Donc pour moi, il faut vraiment aller se dire les sujets un peu silencieux, même les sujets de société, dont on a tendance à pas parler sur les événements normalement, et ben il faut les aborder, en fait. De la même manière que sur cette dimension RSE, cette dimension d'impact et autres, il faut en parler, il faut dire ce qu'on fait aux participants. Il faut les accompagner dans cette démarche-là. Ça ne peut pas être une démarche qui est juste moi en tant qu'organisateur, en fait. Sandra, des idées pour faciliter le networking sur les événements physiques, déjà laisser plus de temps, laisser plus de moments pour ça, déjà. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est prévoir des endroits dédiés pour ça. C'est-à-dire qu'on est sur des cafés, on est sur des espaces lounge, et pas juste un espace, mais plusieurs, des petits espaces qui vont permettre de se retrouver. Ça peut être un coin baby-food, ça peut être un coin... On peut imaginer plein de choses, en fait. Là, pour le coup, c'est pas tant l'expérience qui va compter. Par contre, on peut l'accompagner, cette expérience-là. Il y a la solution 1080. Alors, j'ai plus le nom en tête là, mais utilisée sur le Forum de la Paix, par exemple, où c'est les participants qui utilisé sur le site de Montréal. C'est Braindate. De Braindate, ouais. Et Braindate, pour le coup, c'est une super solution qui va m'apporter,
qui me permet à moi, participant, de dire voilà les sujets dont j'ai envie de discuter, et venez, on se réunit, on en parle. Et ça, déjà, ça apporte de la valeur parce que, après, à moi, en tant qu'organisateur, de surfer sur ces éléments-là en termes de contenu, de dire comment est-ce que je m'intègre à ces éléments de contenu. Donc voilà, ça peut faire partie des solutions. Voilà. Tout à fait. Mais effectivement, on parlait de retour aux valeurs sûres. Il y a cette notion de nostalgie un peu qui était déjà présente en 2022, mais qu'on va retrouver un peu. C'est un peu les tendances, elles s'arrêtent pas à 2022 et démarrent pas à 2023. Ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça. On fait le petit point en début d'année, mais voilà. Donc il y a des choses qui sont déjà en place et en l'occurrence la nostalgie. Si on regarde le succès de la Star Academy, moi j'ai regardé comme à l'époque quand j'avais 20 ans. Donc c'était chouette. Mais ou des jeux comme World of Warcraft classique ou Dofus classique. Bref, des choses qui sont clés. Donc ouais, la soirée karaoké, elle va marquer des points cette année. Donc c'est presque dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Exactement. Guillaume nous parlait dans le chat de musique live. Effectivement, ça marche toujours. C'est toujours hyper agréable. Donc ça marche. Donc ok, les vieux pots, ok, mais on en est où du coup? Parce qu'on a quand même parlé beaucoup de techno et de digital. Donc du coup, c'est has-been en 2023? Non, pas du tout. Pour moi, c'est fait partie des choses qui ressortent. On a vu pas mal d'expériences, par exemple, avec une envie de se dépasser, de dépasser les limites. Il y a un côté, c'est un peu l'opposition. En fait, c'est l'opposé quelque part. On veut des trucs où on se rassemble, on vit des trucs très humains, très forts, les poils qui se hérissent. Et de l'autre, je veux vivre des expériences individuelles, justement avec là encore des poils qui se hérissent. C'est ce qu'on peut avoir avec quelques expériences métaverses, mais qui pour aujourd'hui sont pas encore suffisamment abouties. Même si on peut avoir l'exemple de Éternel Notre-Dame, par exemple. Si vous en avez entendu parler, c'est Notre-Dame en VR, que je viens explorer. Et ça c'est assez dingue, en fait, dans l'expérience qu'on est en train d'apporter. On vit quelque chose. Ou la solution... il y a même des boîtes, des sociétés qui étaient sur le métaverse, qui disent on ne fait plus du métaverse, en fait. On fait de la solution événementielle web immersive. Donc, on change de vocabulaire. C'est le cas de Piradesa, d'Explorer, par exemple. Sinon, vous avez, mardi dernier, là, il y a eu le lancement de Vroom, VRROOM, qui est le métaverse du spectacle. Et en plus, c'est une solution Made in France, donc c'est plutôt chouette. Et ça retranscrit, en fait, la magie du spectacle vivant dans des mondes virtuels, avec une expérience immersive. Ils ont fait notamment le concert de Jean-Michel Jarre, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. En termes de métaverse, mais c'est des choses qui vont se construire, en fait, dont on a besoin de... Encore une fois, c'est pas la techno, mais c'est avant tout l'expérience, et c'est comment la techno va pouvoir m'aider à ça. Et 2023, normalement, on va commencer à avoir des technos qui se solidifient, en fait, qui se stabilisent. 2022, sur le Far West. Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là de dire effectivement en 2023, on va essayer d'avoir de la techno qui est utile et qui sert. C'est aussi, et on en parle beaucoup en ce moment, la question de l'IA. Alors, je ne sais pas si en termes d'événementiel, tu vois aujourd'hui des choses qui avancent sur ce sujet-là. Alors, il y a plein de choses qui avancent sur ce domaine-là. En fait, la question de l'IA, l'essor de l'IA, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser? Parce qu'on va l'utiliser, en fait. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'utilisera pas l'IA. Les ChatGPT, les DALL-E et autres. Vous avez par exemple des solutions comme celle de MC2 Technologies, qui est un expert en sécurité, qui propose MM-Imager, qui est une solution qui utilise l'IA, en fait, pour détecter des objets et identifier les menaces. Donc ça peut, notamment sur les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui peut être assez puissant, en fait. Comment est-ce que la techno vient aider l'humain? Encore une fois, ce n'est qu'une techno, ce n'est qu'un outil. La question, pas là pour remplacer, effectivement, parce que des fois, on oppose souvent les deux. Oui, il ne faut pas l'opposer, en fait. Et moi, j'ai testé là sur un événement la solution Memento, qui est une solution de photo. Et en fait, ils utilisent l'IA avec de la reconnaissance faciale pour retrouver les photos prises lors de l'événement. C'est-à-dire que je peux avoir 3000 photos. À l'intérieur de ces photos, j'en ai 100 avec ma tête. Et en fait, au début, je vais utiliser mon téléphone, je vais je vais prendre une photo de mon visage et l'IA va retrouver et va me sortir toutes les photos qui correspondent à mon expérience.
Et donc ça, c'est super. Tout à fait. C'est chouette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cette question de photo live augmentée par l'IA, on va vous en parler dans le comité très bientôt, avec pas mal de cas d'usage, comment effectivement ça va venir nourrir vos expériences événementielles. Donc, restez connectés sur la newsletter, comme ça vous allez tout avoir à disposition. Mais je pense que là, merci Benoît justement pour cette vision-là. Donc, on se disait que la techno, elle est là pour servir, accompagner, elle n'est pas le cœur du sujet. Et la question, elle se pose aussi sur la partie digitale, parce que on est encore quand même dans cette question d'opposer le présentiel à l'événement distanciel. Et je crois que c'est une vraie réflexion aujourd'hui sur laquelle il faut avancer, il faut dépasser un petit peu ces limites-là. Et je crois que Michael, sur la question des salons, toi, t'es pas mal dans cette question-là aujourd'hui avec les clients qui t'accompagnent. Effectivement, l'hybridation, si on parle de ça, de se dire en fait digital, présentiel, quel est le meilleur? Bien entendu, on fait de l'événementiel à la base, tous pour du présentiel, pour se retrouver, pour avoir de la proximité, comme vous le disiez. Mais le digital, aujourd'hui, on ne peut plus dire, comme il y a 3 ans, ouais, non, c'est trop cher, ou ça ne marche pas, ou c'est compliqué. En fait, c'est comme tout outil, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient et savoir, en fait, par rapport à tes participants, ce qu'eux, ils veulent voir. Donc, participants, moi, je n'inclus pas que les visiteurs, j'inclus vraiment tous les participants, donc aussi les exposants. Et du coup, ça peut être qu'au service du présentiel si on l'utilise à bon escient. Encore une fois, on me donne un marteau, moi je sais pas, ça peut être le meilleur marteau du monde. Si je sais pas l'utiliser, je pourrais pas planter un clou. Donc l'objectif c'est aussi potentiellement de se faire accompagner, de se dire un salon hybride, il n'y a pas qu'un format, comme un salon physique, il n'y a pas qu'un format. Et l'objectif c'est de se dire qu'est-ce que le participant va en retirer à la fin. Et du coup, faut pas faire je prends une appli parce qu'il faut prendre une appli ou je fais l'IA parce qu'il faut de l'IA. Il faut le faire encore une fois à bon escient et de manière très efficace. Et ça peut être du coup au service de ce que tu disais dans les tendances, c'est le ROI. Bien sûr, c'est pas un gros mot. Le ROI, on le fait tous. Et notamment quand on fait un salon, on investit de l'argent. Quand on est exposant, on investit du temps aussi. En plus, des fois, de l'argent quand on est visiteur. Donc ça doit être rentabilisé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus le faire comme avant, se dire, je viens à un salon et je verrai ce qui s'y passe. Je dois pouvoir, grâce à la communication, et Florence va en parler juste après, pouvoir donner envie de venir en disant, voilà, c'est ce qu'on va y retrouver. Je peux prendre des rendez-vous si j'en ai envie. Et je peux proposer des rendez-vous si j'en ai envie quand je suis exposant. Je dois être accompagné là-dedans pour pouvoir justement bien utiliser les outils qu'on me met à disposition. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui pas très, c'est pas très simple peut-être pour les participants et exposants parce qu'ils ont une multitude de plateformes. J'ai vu sur le chat, on parlait des plateformes, le coût des plateformes, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent. Et peut-être qu'on se retrouve avec, dans la même semaine, à devoir aller sur Event Maker, sur Vmeet, sur InWink, etc. Et c'est peut-être pas forcément. Donc, il y a besoin aussi d'accompagnement à ça pour que l'événement et l'expérience se passent le mieux possible. Donc, préparation en amont de qu'est-ce que j'ai envie de faire comme expérience sur mon événement, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils en retirent tous, exposants comme visiteurs. Et derrière, comment je les accompagne même dans l'après-événement. Parce qu'on parle beaucoup de communication en amont et on oublie qu'il se passe pas mal de choses après si tu veux que ça se rentabilise. Hyper important. C'est hyper important. Et l'hybride peut être là-dessus aussi. Imagine, j'ai loupé je peux pas venir, comme là, on a eu au début du chat, empêchement de dernière minute. Est-ce qu'il y a un replay? Il faudrait que ce soit la même chose pour les conférences. C'est déjà un peu ancré. C'est pas dans tous les salons, mais voilà, c'est déjà ancré quand même dans les esprits, la stratégie de replay. Mais aussi peut-être pour les exposants. J'ai loupé un rendez-vous avec un expert comptable parce que moi, je lance mon activité et j'aimerais bien pouvoir avoir des rendez-vous. Et je sais qu'il y a les meilleurs experts qui ont été réunis par l'organisateur sur cette thématique-là à telle date. J'ai pas pu venir, j'étais inscrit. Et pas lui dire, tant pis pour toi, c'est pas grave, tant pis pour toi, tu viendras l'année prochaine. C'est pouvoir lui permettre d'avoir aussi un accès à ces personnes qui n'auraient pas pu avoir aussi facilement que sur un salon. Parce que on oublie souvent qu'un salon, c'est là pour simplifier la vie des gens qui y vont quand même. Et parce que sinon, on reste sur Internet et on fait nos recherches et on ne vient pas. Alors que là, on peut rencontrer des gens, poser des questions, discuter. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent sur un événement en physique. Le digital peut permettre aussi de se dire, j'ai pas pu, ou je n'ai pas prévu de venir. Qu'est-ce que vous me proposez? Et, fin novembre, j'ai prévu, par exemple, on avait fait un événement sur l'emploi franco-allemand avec un de mes clients. On n'a pas fait de l'hybride en simultané, c'est-à-dire qu'il y a eu un hybride en 2 temps. C'est-à-dire que c'était d'abord un rendez-vous à Strasbourg pour ceux qui pouvaient être dans le coin pour rencontrer leur futur employeur. Ensuite, des webinaires sur une plateforme du lundi au mercredi
sur plein de contenus différents qu'ils pouvaient récupérer, plus récupérer des docs, des infos et tout. Et une journée dédiée au chat, au rendez-vous, etc., était prévue le jeudi d'après. Voilà, et ça fait une semaine entière dédiée à l'emploi franco-allemand, semaine hybride. Et voilà, donc il y a plein de solutions qui existent parce qu'aujourd'hui, il faut aussi se dire que les exposants, participants, ils ont peu de temps pour préparer les événements ou ils passent très peu de temps pour les préparer. Donc, la clé, c'est aussi de les accompagner. Il y a plein de technos qui existent, plein de solutions qui existent, mais il faut de l'humain. Parce que l'humain va pouvoir te dire, bah, tiens, là, il faut bien que tu remplisses ta fiche si tu veux que les gens viennent sur ton stand pour que tu puisses avoir un ROI, pour que tu sois content et que moi, organisateur, je sois content parce que tu es content et que tu reviennes surtout l'année prochaine. Et du coup, que l'événement, tu vois, il soit là. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est plutôt plus qu'une tendance. Je trouve que c'est un souhait, c'est une résolution. On est dans la période des résolutions, donc ça peut être ça. Et ça reprend aussi ce que tu disais, Benoît ou Agathe, sur la proximité. Donc faire peut-être pas qu'un gros événement, le digitaliser de temps en temps, le faire des événements locaux, des roadshows dans la région, notamment sur certaines thématiques comme l'emploi, ça peut s'y prêter. Voilà. Et après, du coup, ça nourrira, ce que va nous expliquer Florence, la communauté. Parce que derrière, c'est tout ce contenu-là que tu fais venir des gens. Bon, peut-être, j'espère que ceux qui cherchent un emploi à un instant T, bon, peut-être dans 2 mois, j'espère qu'ils n'ont plus besoin, entre guillemets, de nous pour trouver un emploi. Mais l'organisateur est un média. Enfin, on oublie qu'un salon, un congrès, c'est un média. Et les pubs, c'est les exposants, c'est les conférences. Et derrière, il faut pouvoir s'en servir et se dire, bah, à la fin, j'ai eu plus de réponses. En tout cas, j'espère, quand on est dans la peau d'un organisateur, on se dit ça. J'apporte plus de réponses que de questions à quelqu'un qui vient nous voir. Et alors ça, c'est hyper clé. Et encore une fois, voilà, c'est pas forcément des tendances. C'est d'ailleurs ce que disait Benoît dans un article. La tendance 2023, c'est qu'il n'y a pas de tendance. c'est de se dire, voilà, il n'y a pas de tendance. J'espère, en tout cas, vœu pieux de ma part. C'est ce que j'essaie d'apporter à mes clients. Bien sûr, après, il y a les contraintes de temps, de ressources et tout. Donc, faut pouvoir se poser, se dire, mon événement, pourquoi je le fais qu'est-ce que va en avoir comme bénéfice à tous les niveaux mes participants et peut-être qu'un événement dans l'année ça suffit pas, peut-être qu'il faut en prévoir plusieurs parce que les questions se posent toute l'année. Si on parle de l'emploi ou de la création d'entreprise, c'est pas au moment du salon que du coup on loupe ceux qui en janvier ne peuvent pas attendre avril pour avoir des réponses à des questions sur certaines choses ou des contacts. Voilà. En fait, ce que tu dis, c'est la question des communautés, en fait. Oui. C'est de dire faire des événements par communauté. Et ça, on en a peut-être un peu moins parlé, mais c'est effectivement une des tendances qu'on va pouvoir retrouver, de dire je fais plein d'événements en fonction des communautés que je peux avoir. Et donc, ça veut dire des événements peut-être plus restreints, mais avec un networking beaucoup plus fort. Et une attente pour les participants de dire, bah là, je me déplace vraiment parce que je sais ce que j'y retrouve. Voilà, et pas de mauvaise surprise, entre guillemets. Tu vois. Je sais pourquoi je me déplace. Et, exactement. Voilà. On apporte de la valeur à ceux qui viennent et qui s'engagent. Mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur le salon média. Ça change vraiment la vision des choses. Donc, je pense que c'est des propositions intéressantes. Et effectivement, aujourd'hui, on vous parle de tendance, mais on est aussi et beaucoup sur des recommandations, sur des bonnes pratiques et des sujets de réflexion qu'on vous livre pour la suite. Donc, tout ce qu'on vous dit, tout ça, vous retrouvez tout dans l'e-book. Pensez à vous inscrire pour le recevoir parce que l'idée, c'est de vous donner des recommandations. Et c'est vrai que moi, j'ai reçu beaucoup de demandes de personnes qui me disaient, voilà, c'est très bien, on a bien compris comment faire un événement. Par contre, la problématique, c'est de faire venir les gens. Parce que si on fait un événement incroyable mais qu'il n'y a personne qui vient, c'est un peu problématique. On a oublié le carton d'invitation du mariage et du coup, personne n'est venu, quoi. Voilà, donc attention, le faire venir, il est très important, mais la manière de communiquer, elle est d'autant plus importante. C'est pour ça que j'ai tenu à inviter Florence, qui va nous livrer quelques recommandations justement sur comment bien communiquer sur son événement en 2023. Oui, merci. Mais je vais reprendre en plus, déjà beaucoup de choses ont été dites. Je vais reprendre les mots justement de Benoît, le salon est un média. Pour moi, oui, effectivement, l'événement est un live, est un média et fait partie d'une communication entière. Je reprends aussi ce qu'a dit John sur le chat. Parlons de calendrier événementiel. On parle du long terme, c'est super important. Et puis je reprends aussi, j'ai vu les termes de Sabrina qui dit le participant est créateur de contenu.
Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été évoqué et très bien évoqué par justement Benoît sur tout le contenu authentique. C'est ce qui est essentiel dans la communication. Je vais passer aussi rapidement parce qu'on connaît tous les basiques du site internet, sur les mailings, les relations presse. Je vais aller directement à fond au niveau du timing. Aujourd'hui, en fait, ce qui est très important, bien, on l'a vu, s'il y a événement hybride, il y a communication offline, online. Parce que nos cibles et nos objectifs, ils sont différents. Et on va là, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi aussi, Agathe, on va là où est notre cible. C'est très, très important. Je vais m'attarder sur les réseaux. Donc, en fait, principalement, et sur, je reprends quand même le mot tendance, même si j'étais tout à fait d'accord avec Benoît à dire qu'il n'y a pas de tendance. Voilà, si on prend LinkedIn, nouveauté LinkedIn et qui va marcher pour vos événements, comment faire venir les gens, c'est les campagnes d'influence. On connaît les campagnes d'influence B2B, on va passer au B2C. Et ça, on va passer aussi avec des influenceurs et on va prendre des supports vidéo en face cam, tuto. On va apporter du contenu de qualité. On va aussi toujours, on l'a beaucoup fait sur les autres événements, on n'oublie pas Facebook avec les campagnes de pub et on va booster sur Instagram tout ce qui est vidéo d'annonce. C'est très, très important. En 2023, il y a des leviers en fait. Ouais. Il y a des nouveaux leviers. Il y a notamment, on en parlait encore Agathe ce matin, il y a la fameuse plateforme Twitch. La plateforme Twitch, c'est la plateforme du live et du gaming. Ça vous permet de lancer complètement une stratégie de gamification pour ramener votre cible sur votre événement. Vous pouvez lancer un événement en amont, bien en amont, et puis le jour J, faire une remise de prix sur votre événement directement. Vous avez sûrement entendu parler tous, ou presque, je pense, de la chaîne de Squeezie, qui est sur la Formule 4, on l'a tous suivi. C'est JP Explorer qui a fait participer plus d'1 million de téléspectateurs. Moi, je vous pose la question, à votre avis, mais voilà, vous trois, combien ça a généré de contacts à peu près? Quelques millions. 100. Ouais, oui, 14. Alors, 1 million de téléspectateurs, 14 millions de contacts obtenus. Donc, alors, évidemment, on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais Twitch, c'est l'un des points forts 2023 et qui va se développer encore en 2024. Et il faut retenir que Twitch, l'âge, c'est 18-54 ans. Merci Twitch. J'ai 50 ans. Benoît, tu es dans la cible. On est tous dans la cible. Benoît est très fan de cette plateforme. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça, tu es fan et voilà. Et en fait, sur cette plateforme, vous allez faire quoi? Vous n'avez pas le budget de Squeezie, normal. Mais vous pouvez faire des interviews avec des influenceurs, faire des sondages. Et je vous invite évidemment à aller découvrir The Event, qui est un live de 24 heures avec pas mal d'animations. C'est un très, très bon exemple. Je vais reprendre quand même le mot sur les tendances dont je vous parle. C'est des échanges au réel, de l'authenticité et de la proximité. Votre communication, elle est sur du long terme et elle doit être authentique. Mais à part Twitch, il y a aussi une nouveauté. C'est BeReal, qui est aussi sur le game, que les influenceurs adorent. Et là, ça marche assez bien pour de l'event interne. On n'oubliera pas, puisque Michael nous a parlé des salons de Google+, puisque vous avez un format dédié événementiel et au niveau SEO et référencement, c'est super. Tout à fait. Tu parlais pas mal aussi tout à l'heure d'influenceurs. Tout à fait. Comment ça se traduit justement parce que sur de la com, de la publicité classique, on voit bien ce qui se passe avec les influenceurs, mais sur un événement, du coup, comment ça se matérialise? Pour moi, l'influenceur, en fait, c'est ce qu'on appelle donc le marketing d'influence. Il est très, très important. Il est même au cœur de la stratégie actuellement. Il a été en 2022, il le sera encore plus en 2023. Et en fait, il y a vraiment deux types d'influenceurs. Il y a l'influenceur qu'on connaît tous, macro-influenceur, le top influenceur,
toujours selon vos budgets et vos thématiques. Lui, comment il intervient? Déjà, ce qui est important quand on parle de stratégie, c'est que souvent on amène la com ou les participants après ou un mois avant l'événement. Les influenceurs, ils doivent être là dès le début. Ça doit être participatif. Ils vont vous donner de la visibilité effectivement sur vos événements. Moi, ce que je vous propose, avant l'événement, créer des partenariats. 1, 2, 3 influenceurs maximum. Ils peuvent agir comme reporters en amont de l'événement. Ils peuvent reporter de votre event, qu'est-ce qui va se passer. Ils peuvent faire des interviews. Vous allez les intégrer dans votre contenu, mais vous allez partager aussi le sien. C'est super important. Pendant l'événement, en fait, vous les invitez comme chroniqueurs, mais comme co-animateurs. Il y a déjà un animateur. Allez, prenez un influenceur, ils adorent ça, ils adorent participer. Ils peuvent effectivement lancer un produit, lancer un jeu concours en amont et remettre un prix le jour J. Ce qui s'est fait beaucoup en 2022, on l'a vu sur Vivatech, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont venus sur les stands. Alors, ça donnait beaucoup de notoriété et on a vu une diffusion, une promotion, une visibilité énorme pour ceux qui ont fait les stands. Voilà, c'était très important. Ça, c'est vraiment l'influenceur tel qu'on le connaît. Là, je vous invite à aller sur YouTube et aller découvrir Mr Best, B-E-A-S-T. Voilà. Mais il y a un deuxième influenceur, et celui-là, on l'oublie énormément, ce sont nos ambassadeurs. Je crois qu'on ne met pas assez en avant. Moi, j'ai toujours un événement, c'est pour les humains. Alors, on travaille avec les humains, on fait du participatif. Et le plus important aujourd'hui, c'est aussi vos collaborateurs, vos équipes, vos partenaires. Il faut les intégrer absolument dans votre communication. Mes conseils sur ça, et surtout pour les salons aussi, tout à l'heure, Michael en parlait, il faut créer une charte éditoriale dans votre stratégie. C'est super important. Qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, qui est-ce qu'on peut identifier, quels sont les bons hashtags. Il faut nourrir les gens. Et avant, pendant et largement après. Qu'est-ce qu'on fait dans les 6 mois qui suivent? On parlait tout à l'heure de multi-événements. Ils doivent avoir toute notre stratégie de com et de diffusion. C'est super important. Je vous invite aussi à créer dans la boîte outils médias que tout le monde connaît, hormis la ligne éditoriale, il faut qu'il y ait quelque chose de commun. Je vous invite vraiment à créer un Trello ou un Slack avec vos ambassadeurs. Voilà, vous l'aurez compris. Voilà, vous l'aurez compris, authenticité, partage, proximité du long terme. On ne pense pas à un événement 2 mois avant, on le fait. Si on veut qu'il y ait un investissement, il faut que votre événement, on le prépare comme un bébé, 9 mois à l'avance. Et puis, ce qui m'attriste, et je conclurai sur ça, c'est que souvent, les gens pensent leur événement, ils créent des pages LinkedIn événements, ils ferment, ils reviennent 3 mois avant l'événement de l'année suivante. Vous vous rendez compte tout ce que vous avez perdu? Et le roi là-dedans, il est perdu. Exactement. Avoir en plus un plan média, effectivement, plan média pour l'organisation du salon, avant, pendant, après. C'est ça. Ce qui n'est pas forcément, on pense tous au jour J, on se prépare tous pour le jour J, et puis après, on est tous fatigués aussi, mais c'est important de pas l'oublier. Pour résumer, moi il y a 2 commentaires là, que j'aimerais mettre en avant. Le premier, c'est celui de Sabrina, qui dit participant égale créateur de contenu. Je pense que c'est un bon résumé de ce qu'on peut avoir sur 2023. On valide. Donner la parole. On valide, Sabrina. On valide, il faut même aller plus loin. J'avais une question quand même aussi de Julien. C'est quoi l'enveloppe moyenne qu'il faut donner, notamment sur les salons, aux médias par rapport au prix global d'un événement, au pourcentage? C'est quoi? C'est 10%, 20%? C'est pas le conseil. Ça dépend du média. Et puis, comme disait Florence, ça dépend si aussi on a des partenaires. Parce que du coup, on peut aussi, au-delà de l'achat média ou tout ce qu'on peut faire dans les médias, il faut nouer des partenariats thématiques sur l'événement. Et puis, ça dépend aussi, est-ce qu'on est sur du court terme ou sur du long terme? On ne peut pas donner une réponse claire. Est-ce que c'est du 15%? Et puis après, on a un budget com qui est derrière. C'est ça. C'est ce que disait Agathe. Voilà, l'idée, c'est de prendre l'événement fait partie de la communication
Voilà, c'est un outil. L'événement, c'est le live. C'est pas par silo, effectivement, parce que des fois, on dit, il y a la communication qui discute pas avec le commercial, par exemple, qui discute pas avec le marketing, qui discute pas, et il faut penser un peu global. Et après, les pourcentages, ils arriveront assez facilement en fonction de, déjà, si vous êtes un média, parce qu'il y a des organisateurs, par exemple, de salons, j'en accompagne un, qui la semaine prochaine, c'est un média, donc lui, il a la capacité déjà de communiquer par ses titres, mais il noue des partenariats avec des gens d'influence, des influenceurs. C'est vrai que c'est un point, j'en avais parlé, je crois, avec Benoît une fois qu'on a échangé. Les influenceurs ne sont pas assez contactés, je trouve, par les organisateurs d'événements et de salons. Et même l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien, sur plein de sujets, se dire je fais une conférence, je réunis ma communauté, je peux peut-être faire un after work sur l'événement pour pouvoir les rencontrer. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent exister et qui sont aujourd'hui peut-être pas assez exploitées, et c'est pas forcément une question de coût, parce qu'il y a plein de... Je pense que la problématique, elle est là, en fait. On s'imagine des choses, mais on n'a pas posé les questions et on n'identifie pas encore le potentiel et le pouvoir que ça peut avoir. En fait, ça relie ce que Agathe disait au début sur mettez le participant au cœur de la stratégie, en fait. Donnez-lui, nourrissez-le, en fait, le participant, avec des choses dont il a envie d'avoir, en fait. Et cette proximité B2B, B2C, elle peut se traduire comme ça, par exemple. Et puis, arrêtez de penser qu'il faut prendre un super top influenceur. Les macro-influenceurs sont très, très porteurs. Voilà. Et puis, le participant devient aussi votre ambassadeur. Donc, il devient votre influenceur. Voilà. C'est vraiment le cercle. Hein. Ça se travaille. Exactement. Je vois l'heure qui passe et tout le monde va devoir retourner à ses réunions, ses calls et autres. Donc, on va être obligé d'arrêter là. On a partagé beaucoup de choses. On avait encore plein de trucs de prévus, mais on peut pas tout vous livrer aujourd'hui. Je vois dans le chat qu'il y a eu des questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc, ça sera effectivement dans le e-book. On va les rajouter avec les réponses. On va se pencher sur les réponses à vos questions après l'événement. Vous aurez tout dans le e-book. Surtout, n'hésitez pas. Moi, j'avais une dernière question à vous poser et je vous propose d'y répondre dans le chat. C'est, est-ce que vous êtes partant pour d'autres lives comme celui-là dans les mois à venir pour qu'on évoque d'autres sujets? Parce que des sujets, j'en ai plein. Donc, voir effectivement si ce format vous convient. Je vois qu'il y a plein de questions sur Twitch. Ça, c'est des choses qu'on peut évoquer. J'ai vu des questions sur comment on calcule l'impact carbone. Pareil, vous avez déjà des articles sur notre site là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes partant pour ce type de live. Comme ça, régulièrement, on essaye de se retrouver sur une pause déj rapidement. Comme ça vous bloque pas trop votre planning. Et voilà, j'essaye de vous partager un maximum de conseils, de bonnes pratiques. Là, on n'a pas trop parlé d'outils, mais ça sera une autre occasion parce qu'on a plein d'outils aussi à partager. Et puis, j'inviterai, comme aujourd'hui, des experts qui essayeront de vous partager un peu leurs conseils pour vous faire avancer. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à tous mes invités qui ont bien voulu donner un peu leur vision des choses. Et n'hésitez pas à nous poser des questions même en direct si vous voulez, sur LinkedIn, n'hésitez pas. Hein. Oui, on vous répondra. Avec plaisir, on vous répondra sans problème. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt. Des très beaux projets et des très beaux événements pour l'année 2023. Merci beaucoup.